Veillée d'armes à Abuja au Nigeria autour de la crise dans le nord du Mali et en Guinée-Bissau. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont rencontrés pour trouver les réponses aux crises qui secouent le Mali et la Guinée-Bissau. On prépare activement le 11 décembre la fête nationale de notre pays. 2 conférences ont été données à Bobo et à Koudougou autour du thème « Objectif faire prendre conscience à tous de la nécessité de préserver la paix, socle du développement ». Et puis un invité dans ce grand journal, le maire de notre capitale Ouaga-la-Belle, avec Simon Compaoré, il sera question d'assainissement dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le grand journal de la télévision nationale du Burkina Faso. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rendre visite. Et tout d'abord, comment vous vous sentez, monsieur le maire? Je suis en pleine forme. Merci. Alors, on va tout de suite attaquer le fond du sujet. Demain, sur à Ouagadougou, une rencontre de financement du projet d'assainissement des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. De quoi s'agit-il exactement? Alors, merci de me permettre de m'exprimer autour de ce projet. C'est un gros projet jamais imaginé et jamais dessiné par la ville. Un projet de 90 milliards 500 millions qui va permettre à plus d'1 600 000 personnes vivant sur le territoire communal de voir leur situation être améliorée, leur cadre de vie amélioré, leur mobilité améliorée. C'est un projet qui comporte 5 composantes dont le financement des études ont été réalisées grâce à la bienveillante volonté de l'État et de la Facilité africaine de l'eau à hauteur de 480 millions, les études, et qui ont permis de dégager 5 composantes du projet qui vont être réalisées. D'abord, au niveau de la voirie, il sera réalisé 44 km de routes bitumées et éclairées. Au niveau de l'assainissement, pourquoi l'assainissement? C'est parce que les événements du 1er septembre 2009 nous ont donné à voir que notre ville était très vulnérable face aux effets des changements climatiques. Et donc, nous avons décidé dans ce projet de réaliser 84 km de caniveaux. Toujours dans le cadre de l'assainissement, il sera aménagé la portion du canal du Moronava qui n'a pas été aménagé et qui s'étend sur 4 km 200. Des ex-quartiers, les ex-secteurs 16, 17 et 18 qui sont très souvent, reçoivent très souvent des eaux, même dans les écoles qui s'y trouvent, seront également aménagés de telle sorte que, quelle que soit la quantité d'eau qu'on va recevoir, nous puissions évacuer ces eaux de pluie. Et puis, l'autre volet, grand volet, c'est également l'extension du centre de valorisation des traitements des déchets. Vous savez qu'en 2005, nous avons eu pour la première fois dans notre ville ce qu'on appelle une structure adaptée pour recevoir les ordures de la ville de Ouagadougou. C'est une structure qui a été construite grâce à un financement de la Banque mondiale à hauteur de 3,5 milliards et c'était en 2005. Mais au regard des quantités d'ordures que nous y avons dépotées, il s'avère nécessaire d'opérer l'extension de ce centre pour que l'expérience ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc c'est également un gros volet. Et puis enfin, il s'agira dans ce projet d'aménagement donc des quartiers périphériques de permettre à la ville d'avoir un potentiel qui lui permette d'assurer l'entretien de tout ce qui sera réalisé, que ce soit les caniveaux, les routes ou l'extension du centre d'enfouissement technique. Il nous faut des engins de travaux publics et là également c'est un volet du projet. Monsieur le maire, avec le redécoupage de la commune, quels sont les quartiers dits périphériques aujourd'hui? Les quartiers périphériques, c'est tous les quartiers où nous avons opéré des lotissements. Et comme vous savez, on a beaucoup loti, mais l'assainissement n'a pas suivi. Les routes sont chaotiques, il n'y a pas d'assainissement et quand il pleut, c'est vraiment la galère. Il est difficile
de rejoindre le centre-ville. Donc, je peux vous dire qu'en dehors de l'arrondissement numéro 1, numéro 2, qui tous les deux font aujourd'hui bascule, bon, les autres sont réputés être des quartiers, des secteurs ou des arrondissements périphériques où il y a nécessité de faire en sorte que la mobilité soit correcte, qu'il y ait des routes et des routes bitumées, mais éclairées, parce qu'il y va de la sécurité des citoyens. Il y a beaucoup d'accidents dans notre ville et tout cela sera réalisé. Si nous arrivons à boucler le financement, tout cela sera réalisé dans ce projet. Monsieur le maire, il y a un quartier, Karpala, qui est... Oui, Karpala fait partie. Oui, qui est vraiment un gros bout. Vous y habitez? Non, mais mais c'est un quartier qui sera... Voilà. Les populations sont vraiment confrontées à un certain nombre de difficultés quand il pleut. Ce n'est pas seulement à Karpala. Oui. Ouais, il y a bien d'autres coins où il y a vraiment nécessité que nous mettions le paquet. Et donc, comme je vous ai dit, c'est la première fois que nous élaborons un projet d'importance. Bon, disons que c'est la continuité d'un projet que nous avons déjà réalisé grâce au financement de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, excusez-moi, qui nous a coûté la bagatelle de 10 milliards. En gros, cette fois-ci, il s'agit de 90 milliards 500 millions. Bon, on approche les 100 millions pour ce projet. Quels sont vos bailleurs de fonds? Alors, je dois dire que vous me donnez l'occasion de remercier le gouvernement du Burkina Faso qui nous a accompagnés d'abord au niveau des études. Il nous a permis de mobiliser les 480 millions. 90% sont venus de la Facilité africaine de l'eau, 10% de l'État central. Pour ce qui est maintenant de la réalisation des cinq composantes que j'ai citées tout à l'heure, il se tient demain, 12 novembre, sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, une rencontre avec les partenaires techniques et financiers qui sont au nombre de 13. Ça va de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BID, l'UEMOA, toutes les institutions avec qui nous avons l'habitude de travailler ont été conviées par le ministre de l'Économie et des Finances à cette rencontre au cours de laquelle ce projet leur sera présenté. Nous avons un gap de près de 67 milliards 500 millions à trouver et nous allons argumenter pour montrer la pertinence de ce projet qui, s'il était réalisé, va de manière substantielle améliorer la qualité de vie à Ouagadougou de presque tous les citoyens. Nous avons 2 millions, le projet concerne 1 600 000 habitants. Donc, on peut dire que c'est un projet d'envergure vraiment communale qui mérite d'être soutenu. Et nous avons le soutien ferme du gouvernement. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée au nom du conseil municipal pour remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances et bien sûr notre ministre, le ministre de l'Administration territoire, qui nous ont épaulés et qui nous ont rassurés que, vu la pertinence du projet, le gouvernement va appuyer ce projet-là. Et c'est la raison d'ailleurs de la rencontre de demain qui est présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le maire, il y a de l'argent qui est à retrouver pour financer ce grand projet, comme vous l'avez présenté, qui est d'ailleurs d'une importance capitale pour les populations. Les populations à Ouagadougou reconnaissent le travail immense qui a été abattu par la commune, mais on se pose toujours des questions. Quand il y a le lotissement, il y a des gens qui payent pour les parcelles. On pense qu'on aurait pu dégager un budget au moins pour des caniveaux dans certains secteurs. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Oui, c'est vrai, mais combien ils payent? C'est de l'argent oui, c'est... Non, je ne dis pas que ce n'est pas de l'argent. Oui.
Mais est-ce que vous connaissez combien coûte un kilomètre de caniveau? Combien coûte un kilomètre de route? C'est très dispendieux, ça coûte extrêmement cher. Et c'est que nous collectons auprès des citoyens qui ont besoin de parcelles ne peut pas réaliser des kilomètres de caniveau ou des kilomètres de route bitumée. C'est vraiment infime. Je ne minimise pas, mais je dis qu'on a besoin vraiment de gros moyens et c'est pour cela, très souvent, on se retourne vers les partenaires techniques et financiers. Mais est-ce que les fortes pluies du 1er septembre ont été quelque chose de très déclencheur dans la réalisation, dans la mise en place de ce projet? Absolument. Nous nous sommes rendus compte que sur la ville de Ouagadougou, nous n'avions que à peu près 500 km de caniveaux. 500 km de caniveaux pour une ville qui s'étend sur 52 000 hectares, c'est vraiment peu, très peu. Et pour les routes, nous avons 2200 et quelques kilomètres de routes en terre et bitumée, et seulement moins de 20%. Ça fait 18% de routes bitumées. Voilà, tout à fait, exact. Et donc, il y a véritablement problème, et c'est pourquoi ce gros projet va permettre de booster la dynamique à ce niveau, permettre d'avoir un peu plus de routes en état qui permettent aux citoyens d'avoir une mobilité correcte. Et ça permet aussi de booster l'économie de la ville. Quand vous avez des routes qui sont bien faites, des routes qui sont éclairées, ça crée des activités nocturnes et tout cela, c'est bon pour l'économie urbaine. C'est pourquoi nous sommes sûrs qu'au-delà de l'amélioration de la qualité de vie, qui sera donc les conséquences de la réalisation de ce projet, nous allons donner un coup de fouet aussi à l'économie de la ville. Monsieur le maire, je sais que vous arpentez les rues de votre ville, les heures de pointe. Est-ce qu'il y a une nécessité de redessiner les routes à Ouagadougou? Parce qu'on voit maintenant qu'il y a beaucoup de populations qui sont dans les zones périphériques. Aux heures de pointe, on veut venir au centre-ville pour travailler, à la descente et tout. Il y a beaucoup d'embouteillages en ce moment en Ouagadougou. Oui, redessiner les routes de la ville. Non, bon, vous parlez du problème du centre-ville. Du centre-ville. Alors, je dois vous dire qu'il y a des études qui ont été faites et des solutions sont en train d'être trouvées. Il faut désengorger le centre-ville. D'abord, en commençant par réaliser des établissements secondaires dans les différentes sorties donc, de la ville, pour faire en sorte que à 7h, à 6h30, on ne voit pas ce dessin d'élèves, d'étudiants qui convergent vers le centre-ville. Nous avons prévu également, grâce à un financement de près de 3 milliards que nous allons obtenir d'ici la fin de l'année avec l'Agence française de développement, il est prévu la construction de gares routières excentrées pour permettre effectivement à ceux qui ont des gares routières de ne plus être au centre-ville. Je crois que ça, c'est un certain nombre de mesures que nous prenons pour que le gonflement du centre-ville puisse être résolu. Il y a également le fait que nous sommes partenaires de la Sotraco et nous voulons également faire en sorte qu'il y ait des sites propres, des bus, pour permettre effectivement à ce que nous ayons plus de bus, mais des bus qui circulent, qui arrivent à l'heure, pour que les gens trouvent le besoin, la nécessité de prendre le bus et de laisser les véhicules, les deux roues, un peu pour ceux qui sont excentriques, qu'ils laissent à un niveau donné et qui prennent le bus pour qu'il y ait moins de circulation au centre-ville. C'est un peu des mesures qui sont prises, mais à l'orée de 2025, nous avons déjà pensé même sur la nécessité de créer un site pour le tramway. Oui, là également, nous avons, grâce à l'AFD, nous avons engagé des études à ce niveau. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais comme gérer, c'est prévoir, nous faisons de l'anticipation à ce niveau. Monsieur le maire, comme la rencontre s'ouvre demain, on aura certainement l'occasion de revenir sur ce point, mais j'aimerais vous poser une petite question politique avant que vous ne partiez. C'est maintenant effectif que vous n'êtes pas candidat à votre propre succession.
à la tête de la municipalité. Pourquoi cet engagement, j'allais dire, un peu tardif? Oh, écoutez, ça fait 17 ans que je suis maire, 1995, 2012. Vous êtes déjà fatigué? Non, mais je crois que 17 ans, peut-être que j'ai fini de libérer mes capacités imaginatives pour le développement de la ville. Il faut laisser d'autres faire aussi leur expérience. Ouagadougou ne va pas vous manquer? Et non, écoutez, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Ouais, mais il y a les femmes, la brigade oui, verte, bien il y a les sûr, policiers, mais je suis un enfant. Il y a le maire qui... Je suis un enfant de la ville et je suis de Ouagadougou. Et tout ce qui concerne la ville, qui se discute soit au Burkina ou ailleurs, moi je suis partant. Donc vous pouvez vous passer de politique? Non, écoutez, bon, on est venu vraiment pour le projet. Je voudrais simplement dire que j'ai mérité de la gestion de la ville et je crois que c'est sage comme ça, 17 ans, c'est peut-être bon qu'il y ait d'autres mains pour malaxer la patte. Je vais vous donner l'occasion de donner votre dernier mot parce que le temps, alors, le chef d'édition me fait des grands signes. Non, je voulais simplement dire merci à la télévision qui m'a accompagné durant ces 17 années. J'aurai l'occasion de vous dire merci. Continuez à appuyer la ville. C'est votre ville, c'est notre ville, c'est la ville capitale et ça qui participe au rayonnement également du Burkina. Merci, monsieur le maire, mais vous nous avez de temps en temps soufflé dans les branches aussi. Mais écoutez, mais c'est normal, hein? C'est normal qui aime bien châtiller. Alors donc c'est tout à fait normal et je voulais simplement dire à travers vous merci à la presse parce qu'il faut de temps en temps des coups de part et d'autre pour que les choses marchent. Voilà, merci beaucoup monsieur le maire. Voilà. Si vous le voulez bien, vous restez avec nous pour suivre le reste de l'actualité. Merci. Voilà. C'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tenu leur sommet extraordinaire ce 11 novembre dans la capitale fédérale du Nigeria. 9 chefs d'État ont pris part à la rencontre qui s'est penchée sur les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Urbain Benito Sommet, Viviane Kiandrebego. Aujourd'hui, l'on ne parle plus de double crise au Mali. La situation institutionnelle étant revenue à la normale à Bamako, les pays de la CEDEAO s'attellent à ramener la paix et à réunifier le nord du pays. Les chefs d'État se préparent bien sûr à une éventuelle intervention armée, mais ils n'excluent pas la possibilité de dialoguer jusqu'à la dernière minute. La situation au Mali n'était pas le seul point à l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace ouest africain ont également parlé de la Guinée-Bissau. La CEDEAO, qui a toujours prêché la primauté du dialogue politique dans la résolution de ces crises, ne saurait écarter l'usage de la force contre ceux qui portent atteinte à sa sécurité ou qui s'inscrivent dans l'idéologie du terrorisme et de la violence. Il s'agira au Mali d'accueillir la finalisation de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition ainsi que la mise en place de la structure chargée du dialogue. Dans le cas de la Guinée-Bissau, il s'agira d'assurer l'inclusivité du processus de transition. À cet égard, on ne peut que déplorer la tentative de déstabilisation du 21 octobre dernier dans ce pays. L'Algérie, la Mauritanie, le Tchad, la Libye et le Maroc ne font pas partie de la CEDEAO, mais ils ont pris part à ce sommet. La communauté internationale que nous avons sollicitée s'est donc mise avec nous pour agir et cela a amené la création plutôt d'une force internationale. Sous conduite bien sûr africaine, ce qui ouvre la voie à la possibilité que des pays de la zone, des pays voisins à la région ouest africaine et même des pays, les États venant d'autres régions du continent et même des partenaires extérieurs puissent apporter leur soutien
bien sûr des soutiens. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine propose d'adopter une approche globale. L'UA est disposée à mobiliser tous ses membres pour soutenir les efforts de la CEDEAO. Les Nations Unies qui ont également participé à ce sommet à Abuja se sont déclarées prêtes à appuyer les efforts de la sous-région dans ce dossier. Son représentant a cependant insisté sur les délais que la CEDEAO doit respecter si elle veut que les Nations Unies prennent en compte ses propositions. Les chefs d'État ont entériné les conclusions des travaux des chefs d'État-major pour une éventuelle intervention armée. Le dialogue reste toutefois ouvert. La médiation a un programme pour poursuivre la résolution de la crise au Mali. Le représentant du médiateur Djibril Bassolé au micro de Urbain Benito Somé et de Viviane Tiendrebego. Il est question de plus en plus que les autorités qui gèrent la transition, qui dirigent la transition, ne puissent pas se présenter aux élections qu'ils ont l'obligation de préparer. Sur la Guinée-Bissau, évidemment, il sera question d'une meilleure concertation au niveau des organisations régionales et internationales qui ont la charge de ce dossier. Au total, les deux situations de crise dans notre espace CEDEAO ont attiré l'attention des chefs d'État et je crois qu'il y a une évolution positive au Mali comme en Guinée-Bissau. Vous êtes représentant du médiateur, quelle est la suite qui va être donnée après le sommet extraordinaire de Abuja? Il est question maintenant que le Mali, les autorités de transition, mettent en place la structure nationale chargée de promouvoir le dialogue. Le président de la République a informé, le président de la République par intérim du Mali a informé ses pairs aussi que les assises en vue de la mise en place de différentes structures de la transition auront lieu d'ici la fin du mois et vraisemblablement nous aurons donc cette commission nationale. Immédiatement, le médiateur pourra alors lancer les pourparlers directs entre le gouvernement de transition et les mouvements armés. Nous espérons pouvoir aboutir au plus tôt, au mieux, à un accord cadre qui consacre la réunification politique du pays. Avant la rencontre des chefs d'État, les experts ont tenu les travaux du Conseil de médiation et de paix de la CEDEAO. Deux sujets étaient au menu, la crise au Mali et en Guinée-Bissau. Les rapports de leurs travaux seront du moins soumis aux chefs d'État et de gouvernement pour approbation. Le point des travaux signé Urbain Benito Somé et Viviane Tiendrebego. Le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO se compose des ministres des Affaires étrangères et de la défense des pays membres. Leurs travaux balisent le chemin pour les chefs d'État. Les 8 et 9 novembre, ils ont travaillé sur deux rapports, celui du président de la Commission et celui du représentant du médiateur de la CEDEAO dans la crise au Mali. Les membres du Conseil réservent la primeur du rapport de leurs travaux aux chefs d'État, mais l'on peut déjà avoir une idée sur ce qu'ils comptent leur proposer. On s'est accordé sur à la fois la nature, le mandat de la mission militaire à envoyer dans le nord du Mali. Sur la dénomination, je peux vous dire un mot. La mission s'appellera non plus la MISEMA, mais la MISMA, mission internationale de soutien au Mali. La taille n'est pas encore définitivement arrêtée, ce sera fait par les chefs d'État. La durée non plus de la mission et la nature de la mission par contre est bien connue. Dans l'esprit des membres du Conseil de médiation et de sécurité, le dialogue reste de mise. La situation, c'est vrai, nécessite une intervention militaire, mais cette intervention doit être ciblée. Ciblée autour des groupes terroristes et extrémistes qui opèrent dans le nord, mais le dialogue, pour sa part, doit être mené avec les mouvements authentiquement maliens qui ont des revendications politiques, lesquelles nécessitent une discussion en vue de trouver une solution sur le plan politique.
Tous attendent les décisions qui sortiront de la rencontre des chefs d'État qui a lieu ce 11 novembre à Abuja. Le comité d'organisation des festivités du 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays a organisé à Bobo-Dioulasso une conférence sur le thème de la célébration, citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation prospère et solidaire. Cette rencontre, qui est la première activité du comité d'organisation, était destinée aux élèves des écoles militaires et paramilitaires. L'objectif était de les associer à la réflexion sur la pérennisation de la paix et de la stabilité politique du pays. Le reportage de Adissa Lucienne Toé. Dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère. Thème deuxième anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre prochain à Koudougou. Et c'est autour de ce thème que les panélistes ont entretenu ce public cible. Nous sommes tous des acteurs à quelques degrés que ce soit du présent et du futur de ce Burkina-là. C'est pourquoi nous voulions insuffler une fois de plus à nos compatriotes le souvenir et l'importance de notre devise. Nous sommes le Burkina, pays des hommes intègres. Ne l'oublions jamais. Il faut aider à la reconstruction morale par les valeurs personnelles, à être quelqu'un de crédible. Par également aussi, donc, votre professionnalisme dans ce que vous faites. C'est tout un ensemble pour qu'on parle de pays émergents. Le choix des élèves des écoles militaires et paramilitaires comme public cible n'est pas anodin. L'objectif est de susciter en eux un esprit patriotique et une prise de conscience des valeurs de paix et de tolérance. Nous espérons que, au-delà de ces conférences, qu'ils auraient mieux appréhendé la question de la citoyenneté, la question de la paix et la question du dialogue, et qu'ils pourront l'intégrer dans leur démarche même de préservation de la paix et de la sécurité comme élément essentiel et fondement de notre nation. Voilà pourquoi on les a choisis, et parce que nous voulons qu'ils portent au-delà d'une seule conférence, qu'ils portent une telle dynamique, une telle idée, une telle philosophie dans leur caserne, mais aussi partout où leur profession les amènerait à garantir la paix et la sécurité. Les différentes communications ont été accueillies avec intérêt. Ce que j'ai retenu, cela nous sert aujourd'hui, surtout en la qualité que nous avons présentement. On devrait paraître d'un bon exemple aux autres afin de ne pas faillir à nos missions. À l'occasion, les différentes communautés religieuses ont prié pour la paix. Au-delà de ce public, ce thème interpelle chaque citoyen à la réflexion sur ses valeurs de civisme, de citoyenneté et de paix, pierre angulaire dans la construction d'une nation prospère. Cette conférence est la première activité du comité d'organisation du 11 décembre. Et après Bobo-Dioulasso, Koudougou abritera la prochaine grande conférence. Oui, justement, après Bobo-Dioulasso, c'est Koudougou que le comité d'organisation de la fête du 11 décembre a rencontré les stagiaires et les étudiants des écoles professionnelles autour d'un panel sur le thème de la célébration de la fête nationale. Un panel animé par le ministre des Droits humains et de la promotion civique, ainsi que par des représentants des différentes confessions religieuses. Il s'agit d'amener toutes les couches sociales à s'approprier l'idéal de la fête du 11 décembre, la préservation de l'unité nationale. Reportage de C. Sylvestre Da. Ils sont des étudiants et des stagiaires de l'université et des écoles professionnelles de Koudougou. Réunis ce samedi 10 novembre à l'hôtel de ville, ils ont échangé avec le ministre Albert Ouedraogo et son équipe, ainsi qu'avec les représentants des confessions coutumières et religieuses sur le thème de la commémoration du 11 décembre intitulé « Citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère ». L'initiative est du comité d'organisation de la fête nationale dans le but d'associer l'ensemble des couches sociales à la réflexion autour du thème. La finalité étant d'amener chaque citoyen à faire de la construction de la nation Burkina Faso son cheval de bataille. Les écoles professionnelles ont pour mission de pouvoir mettre sur le marché des bâtisseurs d'une nation. Et nous sommes convaincus qu'il n'y a point de bâtisseur sans prise de conscience de ce triptyque dont nous venons de parler, à savoir la citoyenneté, le dialogue et la paix. Il faut que nous puissions pouvoir avoir des Burkinabés de demain, conscients de leur rôle, soucieux de leurs devoirs et pensant à l'intérêt national.
Avec les conférenciers Joséphine Ouédraogo et Blaise Sissao, les panélistes ont abordé successivement les questions de la paix, du dialogue et de la citoyenneté. De ces échanges, on retiendra que la paix et le dialogue sont les deux faces d'une même entité, la prospérité sans laquelle on ne peut parler de nation. Le dialogue et la paix sont par conséquent déterminants pour asseoir une nation où chaque citoyen connaît ses droits mais aussi sait mettre en œuvre ses devoirs. Ce panel a aussi permis aux participants d'apprendre des uns des autres, de revisiter l'histoire du Burkina Faso afin de tirer les leçons du passé pour mieux s'approprier la célébration de la fête nationale du 11 décembre comme un symbole de l'unité de la nation burkinabé. Une délégation du bureau exécutif du Parti pour la démocratie et le progrès était hier 10 novembre dans la cité du Bankui face aux militants et sympathisants de la province du Mouhoun. Objectif de cette sortie, leur faire le point du 5e congrès national du parti majoritaire et s'enquérir de l'état des travaux abattus par les militants à la base dans la dite province. Une visite bien accueillie par les hôtes, des hôtes qui ont d'ailleurs promis d'aller aux échéances électorales en rang serré. Le reportage est signé Karim Sissé. Environ 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré la rencontre entre la délégation du bureau exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et leurs militants et sympathisants de la province de Mouhoun. Une rencontre qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la campagne des élections législatives et municipales au Burkina Faso. Au cours des échanges, la délégation du parti majoritaire a surtout insisté sur le message clé livré lors du 5e congrès national de leur parti. C'est un message de mobilisation et un message de cohésion, un message d'unité, un message de travail assidu sur le terrain, mais également un message d'humilité, de considération et de respect pour nos adversaires, qui sont des adversaires politiques. Profitant de cette aubaine, le directeur de campagne du CDP dans le Mouhoun a présenté au public quelques chiffres relatifs aux élections couplées. 18 partis politiques sont en lice dans le Mouhoun pour ces élections. Le CDP est présent aux législatives avec 4 candidats et 808 candidats pour les élections municipales. En ce qui concerne le nombre d'inscrits sur la liste électorale, le Mouhoun a enregistré 80 556 personnes. La province du Mouhoun compte 18 partis en lice pour les élections législatives. C'est vrai que vous me direz 18 partis c'est beaucoup, mais comme on l'a dit, c'est aussi le signe de la vitalité de la démocratie burkinabé. Malgré ces 18 partis, nous sommes confiants. La délégation a salué le travail abattu à la base. Elle a par ailleurs invité ses militants à être vigilants et surtout à toujours entretenir la flamme de la mobilisation. C'est une région qui compte quand même 6 provinces. Et pour le parti, c'est important que nous puissions faire ce déplacement-là. Mais le fait de nous déplacer ici interpelle les autres chefs-lieux de région que nous allons même par la suite le faire aussi. Donc pour ce qui concerne le Mouhoun, nous tenons vraiment à remercier très sincèrement l'ensemble des militants qui nous ont reçus ce matin, avec lesquels nous avions échangé et avec lesquels nous avions tiré des enseignements pour les élections à venir. Les militants du CDP de la province de Mouhoun ont pris l'engagement devant la délégation que la moisson électorale sera à la hauteur des attentes du premier responsable de leur parti politique. Pour sa part, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, a rencontré hier ses militants de la région du Nord. Ouayouguya constitue la dernière étape d'une série de tournées que le parti a entamées depuis plusieurs mois dans les 13 régions de notre pays pour discuter avec la base en vue de son positionnement au meilleur rang sur l'échiquier politique national. Reportage de Safiatou Tamboula. Ouayouguya, fief du président de l'ADF-RDA pour cette dernière étape de la série des tournées régionales, a réservé un accueil chaleureux aux responsables du parti de l'éléphant. Ce sont des coups de klaxon et des cavaliers qui ont conduit le président de l'ADF-RDA et sa suite chez le roi du Yatenga, chez les anciens dirigeants du parti et sur le lieu de la rencontre. Comme à son habitude, la délégation, avant d'aller à la rencontre des militants, a tenu à rendre une visite de courtoisie aux autorités coutumières et anciens dirigeants du parti.
Tour à tour, les responsables de l'ADF-RDA se sont rendus au palais de Sa Majesté Nabakiba, chez les anciens dirigeants de l'ADF-RDA, afin de leur témoigner leur reconnaissance, leur rendre un vibrant hommage et recueillir par la même occasion leurs conseils et bénédictions. À Waiguia, les responsables de l'ADF-RDA ont voulu terminer les rencontres régionales en apothéose en présentant à l'assistance le directeur national de campagne et les 254 candidats ADF des 45 provinces. Aussi, pour ces élections couplées, le Parti de l'éléphant entend travailler sur la thématique de la consolidation de la paix et de la démocratie au Burkina Faso. Partout où nous sommes allés, nous avons été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur militante et beaucoup vraiment de foi dans notre formation politique, qui est une formation d'espoir et d'espérance et qui a comme valeur cardinale, comme le dit sa devise, la paix, la liberté et la justice. Et aujourd'hui encore, nous constatons cette adhésion et cet engouement. Nous souhaitons seulement que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. À l'occasion de la rencontre de Waiguia, des militantes et militants ont reçu des distinctions pour services rendus au parti. Ils ont été faits éléphants de bronze et éléphants d'argent de l'ADF-RDA. Pour sa part, le Parti de la Renaissance nationale a rencontré les hommes de médias au siège du chef de file de l'opposition ce 11 novembre 2012. Une conférence de presse qui a permis au président du parti d'échanger avec les journalistes sur les élections législatives et municipales du 2 décembre prochain. Reportage de Yacouba Goro. À moins d'une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections couplées du 2 décembre prochain, le parent Parti de la Renaissance nationale tient à échanger avec les journalistes. Une rencontre avec la presse qui a permis au président du parent d'échanger sur la participation de son parti à ces élections. Pour les législatives, le Parti de la Renaissance nationale est présent dans 45 circonscriptions électorales avec 98 candidatures féminines. Quant aux élections municipales, le parti va devoir affronter ses adversaires dans 40 communes et arrondissements. Je vous invite à bien écouter nos conférences, nos meetings. Je serai très clair. Je parlerai terre à terre pour que les gens voient que c'est sérieux. Nous n'avons pas le droit de laisser échapper cette occasion. Le parent n'entend pas faire de la figuration et promet aborder ces élections avec plus de sérénité. 13 meetings et une stratégie de porte-en-porte sont inscrits au programme en vue d'attirer plus d'électeurs. La victoire sera acquise si nous arrivons à vaincre les peurs, les doutes et la démission des citoyens face aux maux qui les rongent. Tout en espérant vivement l'accompagnement de la presse durant toute la campagne, le parent fera son devoir en tant que parti politique candidat aux élections. Il appartiendra au peuple de se déterminer librement en son âme et conscience. La campagne électorale s'ouvrira le 17 novembre prochain et le parti prévoit l'entamer à cette date avec une activité de don de sang prévue au Centre national de transfusion sanguine. Le ministère de la promotion de la femme forme les femmes candidates en leadership féminin afin de renforcer leurs capacités techniques. La formation a débuté depuis le 6 novembre 2012 et concerne les 45 chefs-lieux de province. Et pour les présentes sessions de formation, 45 millions de francs CFA ont été mobilisés. Reportage de Yolande Lompo. Renforcer les capacités techniques des candidates potentielles aux élections couplées de 2012 dans le domaine du leadership afin de contribuer à une meilleure représentativité des femmes dans les postes électifs, c'est l'une des ambitions du ministère de la promotion de la femme. La présente session de formation qui se tient à Ouagadougou est la suite logique d'une série de formations débutées le 6 novembre 2012. Et jusqu'au 15 novembre 2012, avec un budget de 45 millions de francs CFA pour l'ensemble des 45 chefs-lieux de province, environ 3690 femmes seront formées. C'est une formation que nous avons initiée sur 4 thèmes. Le leadership, la mobilisation des ressources, la gestion, l'organisation et la gestion d'une campagne électorale et la communication politique. Nous verrons surtout c'est que ces femmes-là qui sont sur les listes, elles ne fassent pas de la figuration, mais qu'elles gagnent les élections.
Et le ministère joue sa partition ce matin en organisant la formation pour les candidates. Nous espérons aussi que les partis politiques vont les accompagner financièrement parce que beaucoup de femmes sont pauvres. Elles n'ont pas d'argent pour pouvoir financer une campagne. Prennent part à cette série de formations d'une journée chacune les candidates potentielles de tous les partis politiques en compétition pour ces élections du 2 décembre 2012. Elles devront permettre à celles qui se présentent pour la première fois de bénéficier de l'expérience de leurs aînés et de se familiariser avec la technique de prise de parole en public afin d'exposer leur programme et gérer la campagne électorale qui débute le 17 novembre 2012. Dans la région du centre-ouest, les étudiants ont décidé de lutter contre l'incivisme dans le milieu scolaire. La voie choisie, c'est le Théâtre Forum. Ce vendredi 9 novembre, ils étaient dans la cour du lycée provincial pour une prestation. L'événement a mobilisé élèves, parents d'élèves ainsi que les autorités. Le but étant de faire comprendre aux élèves par leurs aînés les conséquences des grèves sauvages et des actes de vandalisme dans le milieu scolaire et estudiantin. Reportage de C. Sylvestre Da. L'histoire se déroule dans un établissement secondaire imaginaire dans lequel on rencontre des difficultés similaires à celles des lycées et collèges au Burkina. Manque d'infrastructures, vétusté des locaux, manque de personnel. À cela s'ajoutent les difficultés d'établir une communication entre élèves et autorités pour discuter des problèmes. Exacerbés, les élèves décident d'aller en grève. Raison pour laquelle je venais voir monsieur le maire pour en discuter. Monsieur le maire n'est pas là. Mais je pourrais le voir quand, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est nous qui sommes en train de courir après vous. Mais si vous n'y prenez garde, c'est vous qui allez nous chercher dans ce pays-là avec des torches. La grève est incontrôlée, elle dégénère et engendre des conséquences qui sont des édifices publics et privés cassés ou brûlés, ainsi que de nombreux blessés. C'est un jeu de scène empreint d'humour exécuté par la troupe théâtrale de l'université de Koudougou dans le but de faire passer un message aux élèves. C'est surtout de savoir les manières pacifiques. Voilà, c'est bien de revendiquer, mais il faut toujours avoir une bonne manière, une bonne démarche pour revendiquer, pour avoir gain de cause. Voilà, parce qu'il y a longtemps, on a remarqué que les élèves et les étudiants, généralement quand ça ne va pas, ils sortent. Et c'est ce message-là que nous voulons passer à tout le monde pour qu'ensemble on puisse avoir la même vision pour construire le pays. Une vision qui semble partager les spectateurs à écouter leurs réponses aux différentes questions qui leur ont été posées à la fin de la prestation. Et pour les parents d'élèves, les encadrants et les autorités présentes, une telle initiative est à saluer et à encourager. C'est l'éducation par l'exemple. Il s'agit de sensibiliser notamment les plus jeunes qui sont appelés demain à être les cadres, d'abord les étudiants de demain et ensuite la relève du pays, à savoir intégrer la démarche pacifique dans la manière de poser toutes les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, à former une jeunesse responsable pour un avenir radieux de notre pays, notamment en termes de ressources humaines. Ce théâtre forum au lycée provincial de Koudougou est la deuxième étape d'une campagne de sensibilisation sur le civisme à l'école dans la région du centre-ouest entamée à Réau le 2 novembre. Une activité rendue possible grâce au soutien du conseil régional. Après Koudougou, la caravane de la troupe théâtrale des étudiants se rendra à Léo et enfin à Sapui. Depuis hier samedi, les casernes des sapeurs-pompiers du territoire national sont ouvertes au public pour 48 heures. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans la semaine du pompier qui a débuté le 6 novembre dernier. Reportage Salinana. Ils sont venus s'informer sur le métier de pompier, vivre leurs difficultés et découvrir leur matériel de sauvetage. À la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ces visiteurs d'un jour ont bénéficié d'une séance de sensibilisation suivie de démonstrations de gestes de secourisme simples, mais qui sauvent. C'est une bonne initiative parce que ça permet aux gens d'apprendre ce que vivent même les sapeurs-pompiers et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. Bon, on a essayé de voir une démonstration sur comment éteindre le gaz en cas d'incendie à la maison. Il faut dire qu'ils sont organisés quand même. Le matériel est au vu
de ce qu'ils ont eu à présenter et on s'est dit qu'ils ont du matériel. Mais généralement, vous voyez, dans notre contexte, dans ces genres de journées, on nous présente un échantillon. On ne sait pas si en réalité, à l'intérieur, il y en a toujours. Donc, deux fois, ça peut poser aussi des problèmes parce que quand tu viens, tu vois un matériel, après, dans la ville, on a besoin de ce matériel, on dit qu'il n'y en a pas. Pourtant, lors des journées, on vous a présenté ça. Bon, ça laisse vraiment des interrogations. Ces journées, portes ouvertes de 48 heures, se déroulent simultanément à Ouagadougou, Wayugia, Bobo-Dioulasso, Banfoura et Koudougou. Elles s'inscrivent dans la semaine du pompier et dont le but est de récolter des fonds pour soutenir les soldats du feu dans leurs tâches quotidiennes. La semaine du pompier se poursuit jusqu'au 16 novembre prochain. Cérémonie de décoration au groupement central des armées et au camp 1178 de la 3e région militaire. Ils étaient plusieurs dizaines à être distingués pour le travail bien fait ou pour avoir effectué avec brio des missions à l'étranger. Le commentaire est signé Nyarki Teda. Salut au drapeau, revue de troupes, le moment est solennel au camp Guillaume de Ouagadougou. Ce rituel marque la cérémonie de décoration au sein des forces armées nationales du Burkina. Et pour l'occasion, ils étaient des centaines à recevoir des distinctions honorifiques pour leur travail bien fait, pour le succès des armes au Burkina Faso ou pour avoir su relever les défis lors des missions à l'étranger. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir le travail de mes hommes reconnus par la hiérarchie militaire en leur décernant la décoration. Et c'est un sentiment de fierté également, parce que ça fait partie des traditions militaires, c'est une tradition que nous venons d'accomplir. 4 types de médailles ont été décernés aux récipiendaires du jour. Il s'agit de la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire, la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et la médaille commémorative. Moi, je remercie le commandement, mes frères d'armes. Je dédie ces médailles au commandement, à ma famille, aux frères d'armes. Je suis très content de recevoir ces médailles commémoratives. Je remercie beaucoup à mes chefs d'avoir me donné cette médaille. Et je remercie à ceux qui m'ont soutenu dans ce travail-là pour que ça aille bien. Au camp 1178 de la 3e région militaire, se fit également le même décor. Là aussi, ils étaient des centaines à recevoir les récompenses de la nation avec satisfaction. Je suis très content. Et cette médaille est dédiée à mes chefs supérieurs, mes chefs hiérarchiques, qui a eu un œil très regardant sur ce qu'on fait auprès d'eux. À travers ces 2 cérémonies de décoration, la Grande Muette a encore respecté la tradition en reconnaissant le mérite de ces hommes pour leur amour pour la patrie et les invite à plus d'abnégation au travail. Le premier colloque régional sur les biotechnologies face aux défis du développement durable des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est achevé ce vendredi dans notre capitale. Initié par le réseau ouest-africain de biotechnologie qui fête son 10e anniversaire, cette rencontre a pour objectif de faire le bilan des activités menées par le réseau en une décennie. Le reportage porte la griffe de Kadi Sanogo. Le premier colloque régional sur les biotechnologies a réuni à Ouagadougou plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, universitaires, doctorants et de partenaires au développement. Venus de 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de la Suède et du Japon, les participants ont échangé leurs expériences dans le domaine des biotechnologies. Une opportunité pour le réseau ouest-africain de biotechnologie, initiatrice de cette rencontre, de faire le bilan du réseau qui s'ouvre sur ces 10 bougies en termes de formation et d'acquis. Les échanges ont abouti à la mise en place de plusieurs actions. Nous avons décidé de mettre en place une collection de germes. Vous savez, nous isolons de nos laboratoires beaucoup de micro-organismes intéressants, mais nous n'avons pas de structure pour les conserver. Si bien, au bout de quelques mois, ces micro-organismes que nous avons isolés à grand renfort de francs, à grand coût, en tout cas à un coût élevé, nous les perdons. À la partir de là, le Rabiotech a décidé de mettre en place une collection régionale pour pouvoir conserver ces micro-organismes qui seront là à l'usage de tout le monde. Ce colloque régional a été d'un grand intérêt pour les participants dans le domaine de la collaboration scientifique. Pour ce colloque, le 10e anniversaire de ce colloque,
J'étais ravie d'être invitée par le professeur Alfred Traoré et j'ai beaucoup appris. Au plan scientifique, j'ai été édifiée. Tous les thèmes abordés ont été d'un très haut niveau. J'ai participé au colloque, j'ai donné une communication. De retour dans leurs pays respectifs, les participants pourront mettre à profit leurs connaissances au service de leur université et du développement du continent africain. La 48e réunion des directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente a pris fin ce vendredi. Les directeurs généraux ont eu pour tâche d'examiner et de valider les travaux des experts pour permettre une meilleure organisation du 19e tirage de la tranche commune Entente prévue pour se tenir en 2013 au Burkina Faso. Compte rendu Nathalie Sawadgo, Yolande Lompo. Permettre aux populations des 5 États membres du Conseil de l'Entente de vivre en direct sur les antennes de la télévision le 19e tirage de la tranche commune Entente 2013 prévu à Ouagadougou, c'est l'une des recommandations phares approuvées par les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Cette recommandation a été faite par les experts de la sous-région depuis jeudi dernier. Au cours de cette réunion aussi, nous avons donné une autre recommandation parce que vous savez que nos experts se sont penchés sur un nouveau concept de la tranche commune Entente. Je crois qu'il est dans notre intérêt de rendre ce jeu-là beaucoup plus attractif. Donc nous allons être à l'écoute de nos populations pour savoir, pour revoir le concept et puis proposer quelque chose de plus attrayant en ayant toujours à l'esprit l'intégration. Venus des différents pays membres du Conseil de l'Entente, les directeurs généraux des loteries sœurs ont dit toute leur satisfaction à prendre part à la rencontre qui leur a permis de partager ce qu'ils ont de plus beau, leur culture. À l'occasion de cette réunion, nous avons beaucoup travaillé, mais nous nous sommes aussi enrichis les uns et les autres de ce que le Burkina a de plus beau, sa culture. Il en a été de même quand nous étions à Cotonou, de même quand nous étions en Côte d'Ivoire. C'est dire que le Conseil de l'Entente, s'il n'existait pas, il fallait le créer. À l'occasion, la Lonabé a remis des gains à 3 heureux gagnants. Sawadgo Kayaba qui gagne la somme de plus de 10 millions et Taïbou Néa empoche la somme de plus de 24 millions et le plus gros lot de 28 millions est revenu à Zungrana Ali. Les producteurs agricoles de la région des Hauts-Bassins ont bénéficié d'une formation sur la gestion des stocks et de la qualité des produits agricoles. Cette formation a concerné une vingtaine de personnes. Elle a été organisée par le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM. La présente session s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire par l'amélioration de la productivité et de la gestion post-récolte des productions. Reportage Adissa Lucien Toué. Pour une meilleure conservation des récoltes, les producteurs agricoles de la région des Hauts-Bassins ont été initiés à la gestion des stocks et de la qualité des céréales. L'objectif étant de réduire les pertes de céréales et d'assurer une plus grande disponibilité de ces produits sur le marché. Nous constatons que, de par le passé, beaucoup de projets et programmes ont mis l'accent sur l'augmentation de la production agricole. Mais maintenant, le volet gestion post-récolte est souvent négligé. Alors donc, le PAPSA a trouvé bon qu'il va falloir justement outiller suffisamment les producteurs qui relèvent de sa zone d'intervention et les outiller justement pour pouvoir mieux gérer les stocks alimentaires. Après avoir fini de récolter, c'est bon qu'effectivement ils puissent avoir les techniques nécessaires pour le conditionnement, pour la conservation et pour le stockage dans leurs magasins. Au nombre de 25, ces représentants des organisations paysannes ont pendant 3 jours appris les outils et méthodes élémentaires pour gérer efficacement leurs récoltes. Quand on sera dans nos associations, on pourra vraiment sensibiliser les gens pour qu'il y ait d'amélioration sur nos activités. Parce qu'avant, on ne connaissait pas tout cela. Donc, on avait envie d'améliorer, mais si tu ne connais pas le système, donc
tu fais tout, ça ne peut pas aller. Et avec ces formations comme ça, je me dis que ça va nous aider beaucoup à bien améliorer donc, tout ce que nous devons faire. Cette session de formation a été organisée par le projet d'amélioration de la productivité agricole et la sécurité alimentaire PAFSA en collaboration avec le programme alimentaire mondial PAM. 10 provinces sont concernées et ce sont au total 255 producteurs qui seront formés. Le village de Kerga dans la province du Yatenga dispose désormais d'une école primaire normalisée grâce à un soutien de l'ONG espagnole Bibir qui signifie en langue nationale Birifort enfant. L'infrastructure a été inaugurée hier samedi en grande pompe en présence d'une population sortie massivement pour témoigner sa joie. Pour la généreuse donatrice, elle n'a pas fait qu'apporter des conditions pour le développement à travers cette école. Jean-Baptiste Ouedraogo a signé pour vous le reportage. Ceci est une séquence de l'ambiance qui a prévalu ce samedi à Kerga dans la commune rurale de Barga. Cette mobilisation des grands jours, c'était à l'occasion de l'inauguration officielle de l'école du village. 3 classes, un bureau, un magasin, un bloc de bâtiments réhabilités ainsi que 2 logements de maîtres, un forage, des latrines et un jardin potager. C'est la composition du don de l'ONG Bibir, active depuis une dizaine d'années dans le Yatenga, dans plusieurs domaines dont l'éducation. C'est une contribution pour que les conditions pour un développement de jeunes des villages puissent avoir lieu. Et en cela, on ne peut pas parler de développement si les populations n'ont pas une éducation qui est forte. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies, notamment des bâtiments qui sont en bonne et due forme, du matériel scolaire, des tables de banc. L'avènement de cette école à Kerga soulage aussi bien les enfants, leurs parents ainsi que les autorités locales. Du haut du parloir, ils l'ont signifié. Une bâtisse comme école, c'est bien, mais il faut des élèves pour lui donner vie. C'est pourquoi tous ont lancé un appel pour une inscription massive, le maintien et le suivi de tous les enfants sans exception dans cette école. Même point de vue du parrain, le directeur général de la RTB représenté. C'est vraiment adresser un message fort à la population de Kerga pour que l'école ne soit pas cette carcasse que nous voyons. Et au-delà de cette carcasse, il faut que les enfants y soient et qu'ils fréquentent assidûment du CP1 au CM1. Bon, je les invite donc à inscrire les enfants, à les maintenir et à les suivre aux côtés des enseignants. 27, c'est le nombre de complexes scolaires réalisés par l'ONG Bibir et celui de Kerga aura coûté environ 35 millions de francs CFA. Le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle Morija de Nobré, dans la région du centre-sud, a soufflé ses 25 bougies ce samedi 10 novembre 2012. Créé en octobre 1987, il comprend un service de santé maternelle et infantile. À l'occasion, l'association Morija, basée en Suisse, principal bailleur, est venue fêter avec la population de Nobré. Reportage de Yolande Lompo. Il y a 18 ans, nous étions tous deux ici pour bénéficier des soins du centre. Mon frère jumeau s'appelle Congo Ouseni et moi Congo Lassane. Nous sommes en classe de seconde A. Tous deux, nous prenons la parole au nom de tous les enfants qui sont passés par le CREN pour dire merci à tous les collaborateurs du CREN. C'était là le témoignage de 2 anciens pensionnaires du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle Norija de Nobéré à l'occasion de la célébration de son jubilé d'argent. Entièrement financé par l'association Norija et créé en octobre 1987, le CREN de Nobéré œuvre pour le bien-être intégral du développement de l'enfant et a vu passer à ce jour plus de 5500 pensionnaires. Ces 25 ans expriment l'engagement des uns et des autres pour faire de ce centre un lieu de vie et d'espérance. Combien d'enfants sont arrivés ici complètement décharnés, prêts à mourir avec leur mère désespérée. Et puis, après 3 semaines déjà, ces visages livides, ces corps squelettiques reprenaient force et vie. En pensant au travail accompli, ce 25e anniversaire représente un puissant encouragement, mais également le lieu de tirer des leçons afin d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Nous avons une très bonne collaboration avec les services de santé de la région ainsi que d'autres associations qui nous réfèrent d'ailleurs des cas et qui demandent souvent
notre appui technique. Ce centre emploie au total 25 personnes et pour l'occasion, ces pensionnaires d'un jour ont eu droit à une visite guidée des lieux afin de mieux cerner ces réalités. Je suis grandement édifié par ce que j'ai vu. Un centre qui se consacre à la récupération des vies, j'allais dire. J'avais vu les témoignages épatants des jeunes, les deux jeunes, les jumeaux. Vraiment, humainement, c'est touchant. Et dans la cité de Nabakwanga, la population de Nobéré et l'église de la mission apostolique, conscientes que cette œuvre humanitaire sauve des vies, ont tenu à être des leurs. Une conférence débat s'est tenue à Ouagadougou le 8 novembre dernier dans le cadre des activités de l'association des garagistes du Kadiogo au cours de leur journée portes ouvertes tenue sous le thème Garagistes et sécurité routière, quelle contribution? Reportage de Claudine Bikaba. À la faveur des journées portes ouvertes du garagiste initiées par l'association des garagistes du Kadiogo AGK sous le thème Garagistes et sécurité routière, quelle contribution, plusieurs activités sont menées, parmi elles des conférences débats. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette conférence sur les droits et devoirs du citoyen. Vous savez que avec tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps au niveau de notre pays, le droit civique et humain est carrément nécessaire pour permettre aux gens de savoir leurs droits et leurs devoirs. C'est pour cela que nous avons demandé afin que les garagistes aussi puissent comprendre et puis pouvoir défendre correctement leurs intérêts. Effectivement, il s'agit d'une conférence en droits et devoirs au profit des mécaniciens, notamment des garagistes de la ville de Ouagadougou. Donc, cette activité entre donc dans le cadre des activités de sensibilisation du ministère des Droits humains à l'endroit de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Nous voulons donc que l'ensemble des citoyens sachent quels sont les droits qu'ils peuvent réclamer et les obligations auxquelles ils sont astreints. C'est à ce prix-là que nous pouvons bâtir une nation où il y a la paix, une nation donc pour le développement. Cette conférence vise à éclairer ces garagistes, à mieux cerner le contexte juridique dans lequel ils évoluent en vue de mener à bien leurs activités. Quant aux journées portes ouvertes, elles manifestent l'ambition de ces garagistes d'une meilleure promotion de leurs activités ainsi qu'une meilleure visibilité de l'association. L'association Belouette a tenu son pari de la solidarité pour la 7e fois consécutive par l'organisation de la Journée de l'Espoir 2012. Soutenu par des partenaires techniques et financiers, le Larren Naba Tigré, promoteur de la Journée de l'Espoir, a offert divers dons à des centaines de personnes démunies. Ces dernières ont reçu ce matin des vivres, des couvertures, des kits scolaires et du savon d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Un seul petit mot de 6 lettres mais lourd de sens suscite la grande mobilisation du jour, l'espoir. La journée de l'espoir, 7e rendez-vous consécutif du genre, conjugue tout le genre et permet à 800 hommes et femmes de tous âges, démunis, orphelins, vulnérables et autres nécessiteux, de se sentir momentanément plus à l'aise, réconfortés et soutenus. Avec sourire, ces personnes vivant dans la précarité ont reçu savon, couverture, layettes, kits scolaires, allocations scolaires, frais d'inscription et moyens de locomotion pour agrémenter leur difficile quotidien. Le don en chiffres équivaut à 12 millions de nos francs et a été rendu possible grâce aux promoteurs de la Journée de l'Espoir, aidés par de nombreuses bonnes volontés et prises de bienveillance et de solidarité. Nous avons voulu, à travers cette émission, montrer que nous sommes dans une pérennité, nous sommes dans une culture permanente de cette valeur de solidarité au profit des personnes démunies et qui existe au Burkina, qui existe partout ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de peuple dont les hommes, où il n'y a pas d'hommes et de femmes qui ont besoin de solidarité. Quand vous prenez par exemple des étudiants qui sont en difficulté, qui n'ont pas de ressources pour s'inscrire ou simplement se mouvoir, c'est d'offrir à ces jeunes élèves-là, ces jeunes étudiants, juste un kit constitué de ressources pour s'inscrire, mais aussi un moyen de locomotion constitué d'un vélo. Et donc, voyez-vous, c'est une opération qui n'est pas une opération dite de générosité tout court, c'est une action qui traduit la volonté et l'engagement
de l'association à soutenir ses semblables, à soutenir les autres. Et donc nous ne pouvons pas rester insensibles à ce genre d'opération. Et c'est en cela que nous avons apporté notre modeste contribution pour permettre donc la réalisation de cette 7e édition. Les bénéficiaires de ce dimanche repartent chez eux tout réjouis. Je suis très heureux. À travers cet argent, je peux régler la scolarité et je sais que ce don peut m'aider à suivre toujours, à doubler un effort dans mes études. Dans un contexte de plus en plus marqué par une conjoncture multiple, alimentaire, économique, financière, entretenir la flamme de l'espoir par divers dons constitue une précieuse contribution aux efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. La cérémonie a été aussi adoucie par les rythmes musicaux du terroir burkinabé et la musique justement parle ou véhicule un langage universel. Un camion de transport en provenance de Pouitenga avec à son bord des marchandises et des passagers s'est renversé. On dénomme des blessés et pour l'instant aucune perte en vies humaines. Nicolas Zigani. C'est un véhicule de transport de marchandises en partance pour la commune rurale de Moctedo qui s'est renversé sur la route nationale numéro 1 dans la localité des Ampesgo à 90 km de Ouagadougou, barrant ainsi la circulation dans les deux sens. Pour l'instant, les causes de l'accident restent inconnues. On dénomme des blessés mais pas de pertes en vies humaines selon les passagers que nous avons trouvés sous le choc. Un accident qui interpelle les transporteurs et les usagers sur le transport mixte des personnes et des biens. Si les petites voitures ont pu s'effrayer un passage de fortune, cependant, les camions doivent attendre que la voie soit dégagée pour une reprise normale du trafic. Voilà, il s'agit bien de la nationale numéro 4 et non de la nationale numéro 1. Ceci dit, la première édition du semi-marathon est prévue pour le 8 décembre prochain. Une conférence de presse a été organisée à cet effet pour faire le point sur les préparatifs de cet événement sportif. David Kafando, Lassina Sawadogo. Placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, la première édition du semi-marathon Koudougou-Réo est prévue pour se dérouler sur une distance de 20 km 600. Le point de départ est la mairie de la ville de Koudougou et le point d'arrivée, celle de la ville de Réo. Les marathoniens devront parcourir un circuit de 6 km 600 à l'intérieur de la ville de Koudougou avant de rallier la ville de Réo sur une distance de 14 km. C'est un total de 300 marathoniens qui est attendu pour cette première édition en raison de 100 participants pour la région du centre-ouest et 200 pour toutes les autres régions du Burkina. L'initiative est de Zen Communication. Le promoteur de ce semi-marathon entend à travers cet événement populaire valoriser les diversités culturelles de la région, mais aussi... Au-delà de tout cela, nous avons voulu donc apporter notre contribution au retour de la paix, à des valeurs qui nous sont très chères. Vous savez qu'il y a quelques mois en arrière, notre pays a été secoué par des événements que nous regrettons tous. Et nous avons voulu donc à cet événement du 11 décembre et à l'occasion de cet événement, de l'organisation de ce semi-marathon, ramener la cohésion au sein donc, de nos populations, notamment au sein donc, des populations de la région du centre-ouest. Et c'est là donc, que nous visons comme objectif, donc organiser un événement populaire et puis ensuite, si vous voulez... donc fêter le retour de la paix. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour boucler le budget qui est de 10 millions de francs CFA. 500 000 francs CFA et une moto sont prévus pour le premier à l'arrivée. À Ouagadougou, les inscriptions se font à la porte 10 du stade du 4 août. À Koudougou, à la direction régionale des sports et loisirs. Et à Réo, à la direction provinciale de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. Les inscriptions ont déjà commencé et prennent fin le 1er décembre 2012. Voilà, c'est la fin de votre journal. Toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci. Je vous souhaite une agréable soirée. Je serai très heureux de vous retrouver très prochainement pour d'autres informations. Merci, au revoir et à bientôt.